Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien du Parti de la France. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Frédéric Cavalli. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexandre, c'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes membre du bureau politique depuis le dernier congrès du Parti de la France. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours politique ? Alors, parcours est un bien grand mot me concernant, puisque, en fait, officiellement, j'effectue mes débuts en politique, on va dire, en termes d'activité politique. Avant, j'ai toujours été plus spectateur qu'acteur. Et je t'avoue que même si le fait que je m'engage plus depuis 35 ans n'aurait pas forcément changé la face du monde, hein, restons modestes. Enfin, quand je me regarde, je suis modeste. Quand je me compare, je suis orgueilleux quand même. Mais ça n'aurait pas changé la face du monde toutefois. Mais voilà, j'ai toujours été plus spectateur qu'acteur. Donc mon parcours en tant que pas idéologue, mais au niveau de mes convictions, c'est fait très tôt, hein, je dirais peut-être au CP, hein, quand j'avais 6 ans. C'est tout bête, hein, je me suis aperçu qu'en fait, en classe, c'était toujours finalement les mêmes, qui étaient moins nombreux que maintenant, hein, mais c'était toujours les mêmes finalement, qui créaient les bagarres, qui créaient les troubles, qui mentaient. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a des gens un petit peu différents de nous. Vous parlez bien des Anglais, des Suédois. Non, pas vraiment, mais on en reparlera après, on approfondira sûrement. Voilà, donc ça c'était pour sensibiliser, mais d'ailleurs je pense que le plus grand dénominateur commun de tous les sympathisants de notre mouvance, c'est quand même l'immigration. Donc voilà, ça m'a sensibilisé à ça. Après, on va sauter quelques années. J'ai entendu parler dans la cour de récréation et aussi, ce qui est scandaleux, par les professeurs de gauche, d'un certain Jean-Marie Le Pen, le candidat nazi à la présidence de la République. Alors, j'avais quand même qu'aversion pour les régimes totalitaires. Je me suis dit, tiens, c'est quand même dingue qu'un candidat ouvertement nazi puisse se présenter à l'élection présidentielle. Alors, j'ai voulu voir un petit peu ce qu'il disait. Et donc là, on a sauté de quelques années, hein, c'était mes 14 ans, pour la campagne présidentielle 1988, et j'ai écouté. Il y avait question à domicile, l'heure de vérité, enfin des émissions qui étaient de véritables institutions, qui n'ont pas été réellement remplacées aujourd'hui. Et finalement, je l'ai écouté parler et je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec le Troisième Reich, la solution finale, ou enfin, voilà, même le Ku Klux Klan, c'était tout simplement des choses qui tombaient sous le sens. Et je me suis intéressé à ce qu'il disait, j'ai dit, mais il est très bien, il est très bien. J'ai commencé à aller au meeting, évidemment j'étais accompagné, hein. J'allais au meeting, je prenais beaucoup de plaisir à l'écouter, j'ai tout de suite accroché. Et finalement, pour tout te dire, pendant les 25 années qui ont suivi, je te la fais courte, hein, mais je pourrais te raconter une anecdote de chaque meeting. Hein. Mais pendant 25 ans, je n'ai pas loupé un seul meeting avec Jean-Marie Le Pen. Puis j'ai aussi eu la chance de voir un meeting avec le regretté Jean-Pierre Stirbois. Puis j'ai toujours eu une grande admiration pour des gens comme Bruno Gollnisch, Karl Lang, on y reviendra peut-être après. Et finalement, voilà, pendant 25 ans, j'étais une sorte de groupie, de fan qui allait comme à des concerts ou à des matchs de foot. Et alors, je me disais que j'ai toujours été très lucide sur le côté compliqué de la victoire finale au niveau électoral. Mais je me disais, au moins, ça fait du bien. Hein. Alors, la comparaison que je vais prendre n'est pas terrible. Hein. C'est un peu genre alcoolique anonyme, tu sais, vous savez, où on est tous ensemble, les uns les autres. Et tiens, au moins, on est entre nous, on a tous les mêmes expériences. Ah bah moi, tiens, moi, je me suis fait agresser par telle nationalité. Ah bah moi, Voilà, bon. On parle entre nous, on sympathise. Et finalement, tout ceci s'est arrêté, puisque... Alors, moi, quand il y a eu la passation de pouvoir, moi, j'étais quand même pro-Bruno Gollnisch. Mais je pensais quand même que Marine Le Pen, de par ses origines familiales, allait être quand même, enfin, en tout cas dans la ligne politique, peut-être pas forcément avec les mêmes provocations, le même ton sulfure, en fait, une femme, quoi. Une femme de 30 ans de moins que son père, ou 40 ans même d'ailleurs, mais toujours dans la même ligne politique.
Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, il faut bien passer la main. J'ai trouvé que la première campagne de 2012 était plutôt réussie, tant électoralement qu'au niveau de la communication et des thèmes abordés. C'est une campagne plutôt jean-mariste, très axée sur l'immigration. Et ce que je n'avais pas vu venir, c'est en fait tous les gens qui gravitaient autour d'elle, donc d'anciens militants homosexualistes, d'anciens chevènementistes, hein, comme si c'était un courant, vous savez, c'était un courant de pensée politique, quoi, chevènementistes. Ils se réunissent apparemment, dernière nouvelle, en congrès, dans une cabine téléphonique à côté, là. Voilà. Mais bon, voilà, des chevènementistes, homosexualistes, il y a eu Maître Collard, pardon. Voilà, enfin des gens comme ça, finalement, qui étaient, il y a encore peut-être encore 5 ans avant dans le camp d'en face, pendant que les gens qui se prenaient des coups de matraque, au sens propre comme au sens figuré, ils se faisaient passer. Il y avait des gens qui étaient dans le camp d'en face encore 5 ans avant, qui leur passaient devant, qui leur passaient sous le nez. Moi, ça m'aurait rendu dingue à la place de ces gens-là. Moi, je suis pour le mérite et pour la fidélité. Voilà, parce que si on n'estime pas que les gens qui sont là depuis plus longtemps que vous méritent d'être prioritaires, à ce moment-là, ça remet du coup en cause toute l'idéologie de la préférence nationale, qui d'ailleurs aujourd'hui s'appelle la priorité nationale. Bon. Donc voilà, je me suis dit, on va voir. Et puis en 2015, il y a eu pour moi une cassure qui a fait de moi un SPF, sans parti fixe. Ça a été, j'ai pas d'autres mots, désolé, mais l'euthanasie de Jean-Marie Le Pen par sa fille Marine. Et là, j'ai été tellement écœuré que j'ai dit, bon, voilà, la politique, je m'en fiche, je voterai plus jamais de ma vie. Ça a opéré une cassure en moi et je me suis dit, maintenant, je ne pourrai même plus aller au meeting. Mes idées ne seront même plus représentées à la télé, des médias. Enfin, je ne peux plus la voir, cette personne. À tel point qu'en 2017, j'étais presque, alors, je ne vais pas dire supporter de Macron, mais j'étais presque content de la voir se faire ridiculiser au débat, etc., etc. Maintenant, je vous rassure, après 5 ans de macronisme, ça m'a quand même calmé. Voilà, j'étais quand même plutôt pour elle à l'entre-deux tours. Et pendant ces 7 ans, entre 2015, 2018 et 2022, je voyais parfois sur YouTube un événement qui me rappelait, alors toute proportion gardée par rapport à l'affluence, mais la fête des Bleus Blancs Rouges, et c'était Synthèse Nationale. Synthèse Nationale, et chaque fois je voyais les vidéos YouTube suite à la manifestation, et je me dis, tiens, il faudrait que j'y aille à ce truc-là, ça a l'air pas mal, il y a des gens intéressants, il faudrait que j'y aille l'année prochaine. Et pendant 2-3 années de suite, j'ai loupé le truc, quoi. Enfin, je n'étais pas forcément informé. Et en 2018, avec un ami qui est pourtant moins politisé que moi, alors je dois taire son nom parce que c'est quelqu'un de assez connu, donc je ne divulguerai pas son identité ici, qui lui voulait y aller pour rencontrer Thomas Joly avec qui il était ami et Daniel Conversano. Et il m'a dit, tiens, on y va. On est allé, il m'a présenté Thomas Joly, avec qui alors ce jour-là, j'ai plus sympathisé avec lui à la buvette qu'au coin livre, mais voilà, c'est aussi ça la convivialité. C'est partie de la France. Exactement. Et Thomas m'a fait l'immense plaisir de me présenter Karl Lang, avec qui j'ai conversé pas plus de 5 minutes, mais qui m'a fait une très bonne impression, un monsieur très, très gentil, très, très avenant, enfin quelqu'un de très bien. Et je lui ai dit, tiens, je vais m'intéresser à ce parti de la France. Je suis allé faire un peu le follower de la page de Thomas Joly sur Facebook. Parfois, je commentais, je lui envoyais des conneries sur Messenger, etc. De fil en aiguille, on a sympathisé, toujours sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés à 1 ou 2 événements. Et de fil en aiguille, en sympathisant, le 28 octobre 2021, il m'a fait un immense honneur qui était pour moi un des plus grands événements de ma vie. Il m'a invité à un dîner privé à Beauvais en compagnie de Jean-Marie Le Pen. Alors moi qui suis... On était ensemble, je crois. Non, nous c'était le 2 juillet. C'était le 2 juillet. 2022. Nous, c'était le 2 juillet. Moi je retiens toutes les dates. Bravo, bravo. Oui, nous c'était le 2 juillet, oui, effectivement. Voilà, ça va bientôt faire 1 an. Extraordinaire souvenir. D'ailleurs, j'avais à peu près la même chemise que vous ce jour-là. Oui, c'est vrai, vous avez une chemise rouge. J'ai fait exprès justement de mettre la chemise. Ah, quel beau clin d'œil. Donc, j'ai passé un moment extraordinaire. Voilà, et quelques temps après, Thomas m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu organises pour moi un repas au restaurant pour les 2 ans de la commémoration du décès de Roger Olindre.
Alors, moi, j'ai pas dormi pendant 2 mois et demi parce que c'était une grosse pression. En plus, c'était encore semi-dictature sanitaire, donc je commençais un petit peu, enfin, c'était pas évident à démarcher. Et donc, c'est un grand honneur que m'a fait Thomas. Voilà, et là encore, de fil en aiguille, voilà, Thomas a pu voir que voilà, on pouvait compter sur moi pour ce genre d'événement. Et puis au bout d'un moment, il me dit, d'ailleurs, c'était le 2 juillet, justement au 3e repas en compagnie de Jean-Marie Le Pen, puisqu'il y a eu ce livre Rejoindre entre-temps, il m'a dit, bah, écoute, pourquoi tu n'intègres pas le bureau politique? Enfin voilà, tu es serviable, tu es dynamique, tu as envie, rejoins-nous. Et en fait, j'ai franchi le pas. J'ai franchi le pas et surtout, j'ai voulu rattraper un peu le temps perdu parce que parfois, je culpabilisais qu'après 35 ans même pas de militantisme, juste de spectateur, je culpabilisais un petit peu de jamais m'être vraiment engagé. Et voilà, là, j'ai franchi le pas et me voici parmi vous. Et j'en suis très heureux. Eh bien, nous en sommes heureux également. Merci. Donc, si je comprends bien, vous êtes nostalgique du Front National historique, n'est-ce pas? Alors, que pensez-vous aujourd'hui du Rassemblement National tenu par Jordan Bardella? Écoutez, alors, en fait, je dirais pas grand-chose. Pas grand-chose. En fait, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec ces gens-là. Jordan Bardella, personnellement, en tant que politicien, je le trouve très brillant. Il faut quand même se rendre compte qu'il a même pas 28 ans. Je trouve que c'est un très bon orateur. Je l'ai vu mettre en pièces détachées, c'était qui? C'est Darmanin. Bon là, c'est pas forcément difficile. Je l'ai vu ridiculiser aussi Olivier Véran, à l'entre-deux tours de la présidentielle. Il est calme, il est propre sur lui, il a un physique de gendre idéal. D'ailleurs, c'est peut-être pas le gendre, mais le petit gendre de quelqu'un qu'on aime bien. Voilà, donc à la limite, dans le cadre d'une élection, j'aurais rien contre lui. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est jusqu'où est-il prêt à aller par rapport à la dédiabolisation. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'inquiète, parce que quand je l'entends parler, je dis voilà, il est très bien, tant que c'est centré sur l'immigration. Après, dès qu'on passe le cadre, on part sur les sociétés, sur les questions sociétales, comme le mariage homosexuel, comme le rétablissement de la peine de mort, ou des choses comme ça, là, tout de suite, des gens, on voit qu'ils se dérobent. Donc je me dis, voilà, est-ce que ce ne serait pas de la taquilla? Est-ce qu'il ne ferait pas ça juste pour récolter le plus de voix, arriver au fameux 51%? Je me dirais, pourquoi pas? Mais après, quand je vois les gens qui l'entourent, ils l'entourent, après, il vaut mieux faire attention où on se place quand on est entouré par certaines de ces personnes. Mais je vois des gens, alors, par ailleurs, très très bons à la télé quand ils parlent uniquement d'immigration, comme Chenu Odoul, militant homosexualiste notoire. Je ne parle même pas de Tanguy, je ne sais pas quoi. Le respect pour la France. Oui, silence pour la France. Voilà, je fais mal parce qu'on n'a pas trop le même physique. Ni la même orientation. Ouais, surtout. Et heureusement. Et du coup, aussi l'autre, comment il s'appelle? Cotorep? Non, Cotarac. Cotarac. Oui, Cotorep, c'est autre chose. Qui vient de la France Insoumise. Voilà, un ancien gauchiste. Donc le gars, au lieu de faire le tour, il a coupé, il allait directement au Rassemblement National. Moi, je comprends pas. C'est le même programme entre la France Insoumise. On se demande effectivement. Du coup, je me dis, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un, aussi brillant soit-il, qui a un entourage comme celui-là? Je ne sais pas, laissons-lui le bénéfice du doute. Par contre, c'est vrai que Marine, il y a longtemps que j'ai perdu la foi. Et justement, vous me faites la transition. J'allais vous demander, il y a de bonnes chances que Marine Le Pen emporte les élections présidentielles en 2027. J'ai envie de dire, il y a quand même des éléments qui peuvent le montrer. Est-ce que vous voyez ça comme une forme d'espoir ou de bonne nouvelle qu'elle les remporte? Alors d'espoir qu'elle les remporte, oui, parce que ça voudrait dire que même si après elle fait comme Meloni en Italie, je suis bien placé pour en parler, même pas 10% de ce pourquoi elle aurait été élue, ce serait quand même une forme d'espoir, parce que ça voudrait dire que les gens auraient adhéré à son programme. Voilà, maintenant je suis quand même très sceptique,
Pourquoi? Parce que le système a quand même des ressources formidables en termes de propagande. Hein, on l'a vu au premier tour, quand il voulait diaboliser Zemmour, elle était presque sympathique, l'éleveuse de chats, la mère de famille, etc. Et au deuxième tour, quand elle était donnée à 49% des sondages, là tout de suite, comment dirais-je, le rouleau compresseur médiatique s'est remis en marche. Alors, pas la moitié de ce qu'il y a eu en 2002 avec Jean-Marie Le Pen, mais quand même. Et voilà, donc le problème quand on est un candidat de la droite nationale, c'est tellement biaisé que finalement, on doit avoir l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul, hein, finalement. Parce que c'est tellement biaisé. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que démographiquement, c'est dur de se projeter dans 4 ans. Parce que si vous prenez la carte électorale de 1981, pour être élu, il fallait 51% des voix des Français de souche. Oui. En 2002, quand c'était Jean-Marie Le Pen, on peut dire qu'il fallait peut-être 56% des voix des Français de souche pour qu'il y ait 51% des électeurs. En 2027, pour avoir 51% des voix des Français de souche, il faudra combien d'électeurs? 61, 66% de Français de souche pour faire 51% du corps électoral? Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je dis de toute façon, je sais qu'on n'est pas tous du même avis, mais je dirais que ça pourrait pas faire de mal qu'elle soit élue. Maintenant, d'une, je n'y crois pas. Et de deux, si elle décevait comme Mélanie, bah justement, ça nous ouvrirait à nous, des mouvements comme nous, une autoroute, parce que les gens verraient qu'on est la vraie droite nationale. Éric Zemmour, il a gagné au loto, Éric Zemmour, mais il a perdu le ticket l'année dernière, parce que pendant plusieurs mois, les médias ne parlaient que de lui, et au bout d'un moment, il a commencé à se dédiaboliser un petit peu, alors peut-être pas lui personnellement, mais peut-être été sous une certaine influence. Hein. Je ne vais pas entrer dans les débats érotiques. Mais à mon avis, il y a eu un peu de ça. Et aujourd'hui, suite à la bérésina de l'élection présidentielle et surtout des législatives, bah maintenant, Éric Zemmour, il a l'avenir devant lui chaque fois qu'il fait demi-tour, quoi. Ouais. Donc, je pense que ce sera encore le Rassemblement national. Je pense que Marine Le Pen pue la défaite. Donc, j'y crois plus. Alors maintenant, moi, je dis que Bardella aurait de bonnes chances d'être élu en 2032. Okay. Voilà. Mais la question est, en 2027, il sera battu sur un seul critère, c'est son âge. Je pense que personne ne confierait les clés du pouvoir démocratiquement à quelqu'un qui a 32 ans. Il aurait presque l'âge d'Emmanuel Macron en 2017, hein, finalement. Beaucoup moins. Puis il fait plus jeune surtout. Hein, parce que... Oui, mais en 2032, c'est presque 10 ans quand même. Ah non, je parlais de 2027, pardon. Ah, pardon, oui, j'ai compris 2032. Alors en 2032, il sera élu, je pense. Enfin, il a des chances. Mais en 2027, je pense qu'il sera battu juste sur sa carte d'identité. Normalement, c'est Marine Le Pen qui se présente, normalement. C'est ce qu'elle avait annoncé. Ah bah, parce qu'avant, elle avait dit que non. Alors du coup, elle a encore changé. Un peu tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai vu une vidéo récemment où elle dirait je serai la présidente des Français en 2027. Bon. Alors, les bras m'en tombent. Non, bah, je ne savais pas. J'apprends une nouvelle. Alors, dans l'hypothèse... Alors, moi, donc, elle va perdre. Voilà, comme ça, c'est réglé. Après, en 2027, est-ce que Bardella, c'était quand même bien qu'il se présente juste pour se faire les dents, quoi, pour voir un petit peu, pour se faire une expérience en vue de 2032, ou alors, au contraire, de se préserver, d'arriver comme le Chevalier Blanc en 2032. Après, voilà... Face à Marion Maréchal, peut-être. Oh, je ne pense pas qu'il y aurait deux candidats de la droite nationale. Au second tour, à une primaire, je parle. Ouais. Je ne pense pas qu'il osera l'affronter, donc à voir. À voir ce que ça donne. Après, pour parler plus concrètement, ce sont des choses finalement qui m'importent peu, parce que j'ai quand même, comme je vous disais, perdu la foi dans le Rassemblement national depuis 8 ans, presque jour pour jour. Donc ça ne m'importe peu. Maintenant, c'est le parti de la France et la France évidemment qui m'importe. Que répondez-vous? Parce que je pense à Annecy, je pense à Bordeaux, je pense à Strasbourg, je pense à plein de choses. Que répondez-vous à une proportion significative de Français finalement qui vous disent qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance? Il y en a qui disent ça? Énormément. Ah,
Bah, je sais pas. Moi, alors, je vais pas polémiquer avec eux parce que est-ce que finalement on peut débattre avec des gens comme ça? Est-ce qu'on est audible auprès de ces hystériques? Moi, je leur dirais tout simplement, à ceux bien sûr qui ne sont pas des gros gauchistes de mauvaise foi, je ne vais même pas entrer dans les débats raciaux, génétiques ou autres, je vais juste leur dire, regardez simplement la télé, regardez les images, ouvrez les journaux, même les journaux mainstream, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même difficile de tout cacher au niveau des origines. Regardez juste les statistiques, les images, regardez ça, et puis voilà. Parce que s'il y a quand même des clichés sur certains immigrés, les clichés viennent bien de quelque part. Hein. Je pense pas. Ah voilà, je pense pas qu'il y ait de clichés sur les Norvégiens qui seraient des violeurs, des voleurs, des délinquants. Hein. D'ailleurs, les Norvégiens, bonnes copines norvégiennes, le cliché, c'est qu'ils ne sont pas dragueurs. Vous voyez, bon voilà. Mais là aussi, c'est un cliché, vient de quelque part. Oui. Par contre, voilà, donc qui regarde les chiffres, les faits, les statistiques, les images, tout. Globalement, les masses politiques disent que s'ils sont délinquants, c'est pas parce qu'ils sont étrangers, mais à cause de la pauvreté. Alors ça, c'est génial, parce que j'ai un argument à leur répondre. Il y a les Asiatiques, pour qui j'ai un total respect, dont la présence ne me dérange pas plus que ça en France. Ce qu'il faut savoir, alors peut-être ça ne vous parle pas en tant que Dijonnais, c'est ça? C'est ça, je viens de Dijon. Mais je suis natif et j'ai grandi dans le 13e arrondissement de Paris, qui est connu comme Chinatown, le quartier asiatique. Et alors j'étais quand même plus dans le... Là où il y a le moins, c'est l'arrondissement où il y a le moins de délinquance. Et pourquoi donc? Parce que, voilà, et pourtant, ce sont des gens qui sont venus une main devant, une main derrière, les boat people qui fuyaient le régime peut-être le plus barbare de l'histoire de l'humanité, le régime communiste de Pol Pot, qui sont les boat people. Je pense qu'ils étaient encore plus pauvres que les gens de la monarchie d'Hassan II. Hein. Et bien pourtant, ces gens-là sont arrivés, ils ont travaillé dur, ils ont fait des commerces, et comme vous disiez à juste titre, déjà ils n'agressent pas les Français dans la rue. Ils ne nous cassent pas les bonbons avec leur communautarisme, leurs associations, leur religion. Ils n'ont pas de revendications communautaristes. Ils sont tout petits. Alors après, peut-être que certains commenteront, diront qu'il y a une économie souterraine, que c'est des magouilleurs et autres. Mais en tous les cas, il n'y a pas de problème avec ces gens-là qui sont arrivés plus pauvres que d'autres populations d'Afrique, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne. Donc l'histoire de la pauvreté, c'est vraiment... c'est du bidon. Non, mais c'est du gauchisme à l'état pur. Et autre chose, il y a aussi les Indiens, pour qui j'ai beaucoup de respect, pas les Pakistanais forcément, mais les Indiens. Oui. Et donc voilà, ce sont des gens qui viennent de pays encore plus pauvres que les pays du Maghreb. Et dernière chose, il y a aussi beaucoup de Français qui sont très pauvres, notamment dans la ruralité, et ce ne sont pas pour autant des délinquants. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment de la propagande gauchiste, mais je pense que la plupart des Français n'y croient plus à cette propagande. Vous savez que la diaspora, je fais une petite parenthèse, mais la diaspora portugaise est plus importante en termes de quantité que la diaspora algérienne. Et pourtant, moi, je ne vois jamais d'agression faite par des Soares. Portugal qui n'est pas un pays spécialement riche non plus d'ailleurs. Donc c'est quand même intéressant de constater que cette diaspora, qui est pourtant plus nombreuse, est quand même beaucoup plus discrète. Mais, tout à fait. Et du coup, ça me... Ah pardon, allez-y. Non, mais moi j'en côtoie beaucoup et effectivement ce sont des gens qui sont travailleurs et alors ils sont peut-être un peu plus exubérants que les Français dans leur caractère, etc. Mais ce sont des Européens, des catholiques et oui, enfin il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Justement, vous me permettez de faire une bonne transition. Vous êtes, comme Jordan Bardella d'ailleurs, d'origine italienne et votre épouse est russe. Donc, pensez-vous qu'il faut distinguer l'immigration européenne de l'immigration extra-européenne? Ah, complètement, complètement. Alors, ce qui est drôle, Alexandre, si vous me permettez un petit aparté, c'est que souvent, je me sers de ça contre les gauchistes, parce que les gauchistes aiment bien pointer les paradoxes. Oui, mais alors, je comprends pas, tu es d'origine italienne, donc tes ancêtres, tes grands-parents maternels et ton père étaient des immigrés italiens, donc toi, en fait, maintenant, tu as des idées d'un parti qui foutrait les immigrés dehors, tu n'as pas honte? Bah non, au contraire, justement, j'irais même raison de plus, parce que, justement,
mes grands-parents et mon père un peu moins, mais qui sont venus en France à l'époque pour trouver du travail, alors que la population française était peut-être un petit peu plus hostile à l'immigration, tout simplement parce que les Français étaient un peu moins ouverts sur l'étranger à l'époque. Et en fait, tous les membres de ma famille qui sont venus en France ont tout de suite trouvé un travail. Très souvent, d'ailleurs, ils venaient en France parce que les membres de leur famille qui étaient en France trouvaient un travail. Il n'y en a aucun qui a un casier judiciaire. Et l'immigration italienne, sans dire par chauvinisme, parce qu'elle a toujours été exemplaire, elle n'a jamais été criminogène. Après, je parle en Europe, hein, parce qu'après, si on est fan des films d'Al Pacino, Le Parrain, Coppola, Scorsese, là, effectivement, il y a beaucoup de films sur la mafia sicilienne aux États-Unis. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, je ne pourrais pas en dire autant. Hein. Mais en Europe, en tous les cas, il n'y a jamais eu de forte criminalité italienne. Et si c'était le cas, eh bien, je serais pour renvoyer ces compatriotes italiens de leur pays d'origine. Parce que quand on vient dans un pays, on en respecte les lois, on ne vient pas pour voler, piller et saccager. Donc justement, j'assume ce paradoxe. Oui, justement, en tant que fils d'immigrés italiens, j'ai encore plus le droit d'être contre les immigrés qui viennent souiller la France. Par rapport à mon épouse russe, pareil. Ah mais je comprends pas, tu es nationaliste français et tu fais venir en France une femme que tu as rencontrée en Russie et tu critiques en plus le système des cartes de séjour, etc., etc. Oui, mais attends, ma femme, elle est européenne, elle est blanche, elle est chrétienne, elle a les mêmes valeurs morales que moi. Donc je ne vois pas en quoi ça en fait un danger pour la France. D'ailleurs, ma femme, dès qu'elle arrive en France, elle m'a dit « Écoute, je veux apprendre le français tout de suite » parce qu'on parlait en anglais. Au bout de 6 mois, elle parlait français et 3 mois après, elle trouvait un travail qu'elle a ensuite abandonné pour moi, pour faire le plus beau métier du monde, c'est-à-dire mère au foyer, mais je vais peut-être m'attirer les foudres des féministes qui regarderaient notre émission. Tant pis pour elle. Oui. Et dernier paradoxe, Alexandre, excusez-moi, là c'est un peu plus, on va parler un peu foot. Alors 2006, France-Italie, finale Coupe du Monde 2006. Je pense que même vous qui n'êtes pas du tout footeux, bon, enfin vous avez dû entendre parler du coup de boule de Zidane, etc. Ah, c'était à cette époque-là. Okay. Eh oui, okay, 2006. D'accord. Et ça date, hein, comme disait Anouar. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait les Français qui me disaient « Mais t'as pas honte, je comprends pas. En plus, toi, avec tes idées, Front National, tout ça, tu es contre la France pour l'Italie ?» Je dis « Ben oui. » Il y a d'un côté 11 joueurs italiens de souche qui chantent l'hymne à tue-tête en donnant même la chair de poule aux observateurs étrangers. Et de l'autre côté, il y a 11 mercenaires afro-musulmans. Il y avait 2 blancs à l'époque. Les 2 postes où il faut, les 2 postes où il faut réfléchir, il faut jouer avec la tête. Et voilà, et qui, pour la plupart de déclarations, disaient bon non, moi la France, bon voilà, c'est juste une vitrine, mais en fait, si mon pays d'origine était plus fort que la France ou payait mieux, peut-être, pourquoi pas, etc. Donc, vous voyez, Alexandre, ce côté justement italien d'origine, de sang et russe de cœur, en tout cas par mariage, eh bien, fait que j'ai peut-être une vision, un petit peu plus européenne que certains du parti de la France, peut-être un peu plus axée Europe, ethnique. Mais en tout cas, voilà, c'est pour la France que je me bats. Hein. Je ne suis pas aujourd'hui en train de parler au parti de l'Italie, ni au parti de l'Europe ou au parti des Européens. Ah, mais ça existe, je crois. Je crois aussi. Ouais, non, bon, mais je ne sais pas qui le dirige. Je ne sais pas. Je sais pas qui. C'est Tom. Ah non. Voilà. Qui ouais. Très bien. J'aurais maintenant 2 questions en une. Déjà, premièrement, est-ce que vous pensez, tout comme Marine Le Pen, que l'islam est compatible avec la République ? Et est-ce que vous pensez que la France ne peut se limiter qu'à la République ? Alors, sans décevoir nos auditeurs, qui j'espère seront très nombreux, et ni faire du marinisme, encore moins du soralisme, en fait, pour moi, ce n'est pas forcément l'islam qui sera un problème, parce que l'islam, c'est une religion qui a été écrite il y a 150 ans, 1500 ans, pardon. 1500 ans plutôt. 500 ans, oui. Il manquait un zéro. 150 ans, c'est le wahhabisme. Ah, quelle culture. Et en fait,
le problème, pour moi, ça va pas forcément être l'islam en tant que tel, ça va être la pratique qu'en font les musulmans. C'est-à-dire, par exemple, si les musulmans se fichaient totalement de leur religion, comme malheureusement les Français se moquent du catholicisme depuis une cinquantaine d'années, au niveau religieux, je dis bien religieux, parce qu'il y aurait plein d'autres facteurs quand même, mais ça ne poserait pas forcément problème. Le problème, justement, c'est la pratique qu'ils en ont, très très prosélyte. Voilà, donc ça ne va pas être forcément la religion en tant que telle, mais plutôt la pratique qu'en font les musulmans. Après, pas d'amalgame, les musulmans parlent pas d'une même voix. Par exemple, il y a beaucoup d'Asiatiques qui sont musulmans, vous les entendez jamais. Les chaïfistes. Voilà, mais vous les entendez jamais en France dire ah tiens, islamophobie, etc. Quelle horreur. Les Noirs musulmans, très souvent, sont peu pratiquants. Ils ne sont pas forcément les Noirs, c'est plutôt Black Power, on est tous unis, les Blancs sont des racistes. Je caricature un peu, hein, bien sûr. Les pyramides d'Égypte. Ah oui, j'ai entendu ça aussi, ouais, comme quoi. L'électricité. Ouais, incroyable. Quelle anticipation. Mais non, en fait, ils parlent pas forcément, ils n'ont pas trop de revendications religieuses. Hamidi Koulibaly, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Ouais. Donc finalement, quand on regarde, toutes ces revendications-là, elles viennent surtout des Maghrébins. Ce sont eux quand même les femmes maghrébines qui sont voilées, ce sont eux qui font les manifestations qu'on voit dans les manifestations islamo-gauchistes. Donc, je dirais quand même que, pour moi, j'ai toujours considéré, je n'ai pas dit que l'islam n'était pas un problème en France, j'ai toujours considéré que le gros problème, c'était l'immigration, et essentiellement l'immigration qui venait d'Afrique. Et dans cette immigration d'Afrique, si on fait un peu les statistiques des populations qui la composent, il devrait y avoir quasiment autant de chrétiens que de musulmans. Et je m'excuse quand vous voyez comment se comportent les gangs ethniques noirs qui sévissent en région parisienne. Finalement, j'ai peut-être préféré un médecin libanais musulman à un catholique camerounais qui fait partie d'une bande. Donc voilà, pour moi, le problème est avant tout, alors je ne peux pas dire racial parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis 2015, en fait, Laurent Ruquier, en 2015, a dit que les races n'existaient plus. Donc du coup, on ne peut plus parler de race. C'est qui le dit. Bah oui, en fait, c'est un peu comme le christianisme. Il y a eu avant et après Jésus-Christ. Et pour la race, il y a avant et après Laurent Ruquier. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, au moment où on vous parle, pour ceux qui regarderont l'émission en plusieurs années, on est en l'an 8 après Laurent Ruquier. Le mot race a été enlevé de la Constitution après ça, d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc en fait, on va parler d'ethnie. Mais pour moi, le problème en France est ethnique avant d'être religieux. D'accord. Après, évidemment, certaines pratiques religieuses, un prosélytisme religieux va aggraver cela et ne va rien arranger. Mais je pense que le problème est quand même ethnique. Concernant votre question... Est-ce que la France se limite à la République ? Ouais, vous avez vu, je suis. Concernant cette question-là, je n'ai personnellement... Peut-être c'est mon côté enfant d'immigré qui fait que j'ai peut-être moins la fibre monarchiste, etc. que d'autres. J'ai personnellement pas forcément de problème avec le régime républicain. Après, je préfère une république partie de la France qu'une république macroniste. Ah, c'est clair. Voilà, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Justement, parce que vous venez d'Italie, peut-être qu'il y a un autre régime qui n'est pas républicain, qui existe, qui n'est pas monarchiste non plus. Oui. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais en tous les cas, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on mette la République à toutes les sauces. La République, c'est un régime qui existe depuis un petit peu plus de 200 ans. J'étais là quand il y avait le bicentenaire de la Révolution française. Et ce qui me dérange, c'est qu'on fasse passer la République, qui est un régime, devant la France. Et non, je regrette, la France est le deuxième pays le plus ancien après la Chine. Et je ne trouve pas normal que l'on parle de la République et non de la France. Et il y avait un truc qui m'avait vraiment choqué à ce niveau-là, c'était juste après les attentats
monstrueux du Bataclan. Il y avait Manuel Valls qui prenait son côté dur, mâchoire carrée. Darmanin essayait de faire le même, mais il a l'air moins méchant, malgré les origines. Et il disait, la République ne tolérera pas ça, la République ne fera pas ça. Et je dis, Coco, on s'en fout de la République, tu dois dire la France, la France, la France. Et ça m'avait énormément choqué. Donc voilà, pour moi, oui, la France aujourd'hui est dans la République. Je ne suis pas là forcément pour renverser la République, mais je trouve qu'on ne devrait pas la mettre en avant. Ce qu'on doit mettre en avant, c'est la France, voilà, notre pays. C'est pour ça qu'on s'appelle Parti de la France et pas Parti de la République. Et voilà. Voilà, parfait. Contrairement aux républicains. Bien vu, bien vu. Justement, nous avons parlé du gros problème majeur que représentait l'immigration. Parlons d'un autre problème qui, cette fois-ci, n'est pas ethnique, mais idéologique, l'incursion d'LGBT dans les écoles. Est-ce que cela vous fait peur ? Alors, à titre personnel, moi qui ai un enfant de 6 ans, non, parce que, pour moi, la résolution du problème est très simple. Il suffirait juste que les parents... Parce que ce qu'il faut savoir, Alexandre, c'est qu'en fait, c'est la dictature, enfin, c'est les minorités visibles, hein. Minorités visibles, de plus en plus visibles et de moins en moins minoritaires, hein. Mais c'est la dictature des minorités. Mais en fait, ces gens-là ne représentent peut-être que ces dégénérés ne représentent peut-être que 5%, ces psychopathes. Ça veut dire qu'en fait, si les gens normaux, enfin les gens qui représentent 95% de la population, disent à leurs enfants « Attends, n'écoute pas ce que vont te dire ces espèces de malades mentaux à l'école, encadrés par des enseignants gauchistes, voilà ce qu'est la réalité, voilà ce qu'est la norme, voilà ce que sont les traditions ancestrales. » C'est même pas la peine d'aller sur le terrain religieux, puisque les Français ne le sont plus trop religieux. C'est juste du bon sens, c'est de la logique. Il suffit juste que les parents disent « Écoute, là, ils vont te parler pendant X temps à l'école, n'écoute pas, c'est des malades mentaux. » Et voilà, c'est résolu. Le problème, pour moi, vient... si tous les parents qui sont contre... ne reculaient pas idéologiquement, il n'y aurait même pas de danger, ce serait même presque divertissant. Mais moi, je vous le dis parce que j'ai dans mon entourage beaucoup de gens de droite molle, et ces gens-là, alors peut-être à des degrés un peu moindres que nous, mais pensent souvent la même chose que nous, sur ces sujets-là notamment. Et je dis, alors, ils sont venus. Oui, il y a eu un truc comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu as dit à ton fils ? Ah, j'ai rien pu dire, qu'est-ce que tu veux ? On se ferait mal voir par les enseignants, tu sais, ils sont tous de gauche, hein. Et puis après, ils se feraient montrer du doigt, il aurait des problèmes, etc. Puis on serait convoqué. En fait, ces gens-là font régner leur tyrannie sur la terreur, en fait. Et il suffirait juste que les parents expliquent avec pédagogie, parce qu'avec un enfant, en fonction de l'âge qu'il a, il faut quand même faut pas prendre avec des pincettes, quoi. Il faut quand même, il faut manier avec précaution. Mais il suffirait d'expliquer pour que les enfants comprennent que c'est ridicule. Et voilà. Le problème, c'est la lâcheté des Français, je dis en général, hein, des parents, qui n'osent pas frontalement aller contre ces lobbies ultra minoritaires. Et c'est eux qui ont la responsabilité. Donc, je suis très inquiet pour les générations à venir, parce que si les parents ne contre-attaquent pas idéologiquement, ça va être très très compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, êtes-vous tout de même pour l'interdiction, par exemple, des gay pride et de toute manifestation publique d'homosexuels ? Comme en Russie, quoi. Alors, là, je vais avoir une réponse de politicien, alors comme si j'étais déjà au pouvoir, hein, mais bon, il y a d'autres gens en partie de la France devant moi, hein, qui seraient sûrs que je ne suis pas en train de faire un putsch. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on disait, bon voilà, demain il y a la Gay Pride, on interdit. Ce serait très compliqué. Moi, je pense qu'il faut être pédagogue, quitte à faire un petit peu de la propagande, si nos ennemis en font, nous aussi. Ce serait de filmer. Je n'ai jamais vu personnellement et je ne veux pas voir ça, hein. Mais on m'a rapporté certaines scènes de cortège Gay Pride, notamment avec des enfants
tellement écœurante, tellement à vomir, scène qui n'avait pas lieu il y a 26 ans, quand il y a eu la première Gay Pride en 97. Et il suffirait qu'on filme ces scènes, qu'on fasse un reportage BFM TV aux heures de grande audience, une demi-heure, et qu'on montre aux Français ce qui s'y passe. Et là, je pense que les gens diraient peut-être « mais c'est dégueulasse, c'est une honte, il faut interdire ça ». Je pense que ça passerait mieux. Il faut de la pédagogie. Et je pense que la plupart des Français prennent la Gay Pride comme un truc marrant, ludique, un peu... Je pense que vous avez vu quand même ce film culte, même si vous n'étiez pas né, mais La Cage aux folles. Bon, enfin voilà, c'est un film où on voit quand même les homosexuels dans un côté un petit peu... la cage aux folles, quoi, vous voyez ce que je veux dire, avec le légendaire Michel Serrault dans le rôle principal. Et voilà, les gens je pense, ils ont plutôt l'idée d'un truc ludique, un truc marrant, etc. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Il y a des scènes qui font vomir. Donc, je pense qu'il faudrait, oui, à terme, que ça n'ait plus lieu, mais la pédagogie. Voilà. Les Français n'aiment pas la violence ni la brutalité, il faut leur expliquer. Mais c'est un peuple de bon sens quand il n'est pas manipulé. Hein, et donc voilà, il faut expliquer, il faut montrer, démontrer. Ma prochaine question va dans cette continuité. Vous savez que nos enfants grandissent avec des nouveaux modèles, pas les mêmes modèles que nous. Nous, par exemple, on a eu Ariel, la petite sirène. Eux, ils ont la petite syrienne noire. Qu'est-ce que vous... Syrienne ou sirène? Je fais comme vous, j'ai des lapsus parfois. Ah, c'est terrible cette maladie, ouais. Faut que je voie l'orthophoniste. On va y aller ensemble. Très bien. Du coup, oui, excusez-moi, la petite sirène noire, donc la petite sirène noire si vous préférez. Oh, moi, je préfère ni l'un ni l'autre, hein, mais bon, je vous laisse me poser la question. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de toute cette propagande avec tous ces nouveaux modèles qui vont grandir avec nos enfants? Je trouve ça ridicule déjà, parce que c'est comme si vous preniez Dolph Lundgren, ça va pas forcément vous parler. Enfin, pour ceux qui sont fans de Rocky, c'était l'acteur grand, blond, bodybuildé aux yeux bleus, un Suédois d'ailleurs. C'est comme si vous le preniez lui pour interpréter Nelson Mandela, par exemple, vous voyez. C'est aussi ridicule que ça, c'est débile, et ce serait ridicule, mais moi je serais contre. Ou Kirikou. Oui, voilà. Alors là, c'est pas ma génération, là. J'ai moins la référence, comme quoi. Ah. Mais bon, j'imagine que c'était pas un personnage suédois. Kirikou, non, c'est un petit... Dans la tribu, Kirikou n'est pas grand. Un pygmée? Ou sans doute pygmée, je sais plus sa date, hein. Moi j'étais tout petit à cette époque. Bon. Mais oui, un pygmée, je crois. Ah bon. Et non, du coup, voilà, non, je trouve ça totalement ridicule. Ça pourrait même être risible si derrière il n'y avait pas un grand dessin yen pour en fait lobotomiser les enfants pour qu'ensuite ils perdent tout repère, l'identité. Ils perdent tout, et ça, tout ça, c'est le fruit d'un projet de la woke idéologie, des wokistes, qui pour moi sont encore plus, je peux dire qu'ils sont plus dangereux que les islamistes, parce qu'eux, ils ne décapitent pas forcément les enseignants sur des trottoirs, mais dans leur travail de subversion est extrêmement dangereux à long terme. Qui plus est, je vais aller encore plus loin. Quand vous discutez par exemple de l'homosexualité, de la société patriarcale avec des musulmans, moi il m'arrive d'en côtoyer quand on embauche des stagiaires, on est obligé de prendre ce qu'il y a sous la main, des bac-5 ou parfois même des black-5. Voilà, mais vous discutez avec eux et finalement vous vous rendez compte que sur des questions sociétales, vous allez avoir certains points communs avec eux, même si vous n'avez pas la machette facile comme eux, évidemment, hein. Et par contre, si vous discutez avec un wokiste, vous pouvez aborder 1000 sujets, je crois qu'il n'y en aura pas un seul avec lesquels vous serez d'accord. Pour vous dire à quel point ces gens-là sont subversifs et sont à des années-lumière de nous, idéologiquement. Et donc ces gens-là vont tout faire pour détruire le modèle ancestral de société dans laquelle nous vivons. Donc ça, déjà, rien que ça mérite d'être combattu. Et ce qui est très dangereux avec ces gens-là, eh bien, c'est le temps libre dont ils jouissent. Parce que nous, au Parti de la France, on a tous, quand notre âge nous le permet, hein, un emploi, une femme, les enfants, quand notre âge fait que
Donc on a quand même une vie sociale, une vie de famille, une vie professionnelle bien remplie. Alors que ces gens-là, très souvent, c'est des gens qui sont aux 35 heures, mais par mois, qui foutent rien de la journée, qui vivent souvent des minima sociaux, ou qui arrivent à magouiller pour racler les fonds de tiroir. Ils veulent pas se marier, souvent. Ni faire d'enfants. Non, puisqu'ils peuvent pas biologiquement. Ah, quoi que si, maintenant on peut, mais. Si, maintenant, ils peuvent. Mais voilà, très souvent, ils seraient dans l'incapacité biologique de la faire. Mais de toute façon, ils n'en voudraient pas parce qu'ils diraient que ça pollue la planète. Voilà. Par contre, les populations roms qui défendent avec tous les détritus, les campements au bord du périph' à Paris, ça pollue pas. Bon, comme quoi. J'espère que aussi. Que le blanc qui pollue. Voilà. Mais en fait, ces gens-là, ils ont tellement de temps libre qu'ils ont le temps, si vous voulez, de s'investir, d'infiltrer les grands groupes, les grands trusts internationaux, d'aller dans les écoles. En fait, ils font du bénévolat parce que derrière, ils sont entretenus, ce sont des parasites. Et voilà, nous, on n'a pas forcément autant de temps à consacrer, puisqu'on a une vie déjà bien remplie, naturellement, en tant que gens qui vivent philosophiquement leur vie de droite. Et donc, ces gens-là, justement, jouissent d'un temps libre qui leur permet vraiment de faire un véritable travail de sape. Et j'ai peur que si nous, on ne contre-attaque pas, mais là, ça doit venir... comme je disais, des parents de ces enfants qui doivent leur expliquer le code de la route. Si les parents ne prennent pas le relais, ne se rebellent pas, on va droit dans le mur. Parce que là, les enfants qui voient ces navets, ça va être peut-être nos élites dans 25 ou 30 ans. Oui. Et ça, c'est effrayant. Tout à fait. Heureusement, La Petite Sirène Noire a fait un échec total au box-office. C'est le pire film Disney en termes de vente. Pire que Bernard-Henri Lévy ou pas? Non, ça c'est indétrônable. D'accord. C'est un record. Ça. Ils ont fait 10 fois plus d'entrées. C'est-à-dire 0 du coup. 10 fois 0. Bah oui. Et oui, bien vu, bien vu. Récemment, le 20 janvier, Jean-Marie Le Pen a fêté ses 95 ans. On parlait de lui d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que vous espérez que Jean-Marie Le Pen soit symboliquement centenaire pour faire rager tous ces gauchistes et tous ces afro-maghrébins qui n'attendent que d'une chose, c'est de le voir malheureusement décédé? Alors pour parler très sérieusement, bien que parfois en mouvance, il y en a qui disent sur Jean-Marie Le Pen, oui, mais en telle année il a fait ci, en telle année il a fait ça. Moi je dis, même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Donc on ne peut pas forcément en 95 ans faire que des choses appréciées de tout le monde. Moi je trouve que ce qu'il a réussi à faire au niveau de la droite nationale, à l'unifier en tout cas électoralement, c'est un des seuls en Europe à l'avoir fait, en Europe de l'Ouest. Hein. Donc rien que ça, ce qu'il a fait est formidable. Moi, je vais avoir, c'est peut-être mon côté italien qui va ressortir là pour cette fin d'interview. Je suis superstitieux et j'aime pas trop proclamer des choses comme ça parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. On a eu tous très peur il y a 2 mois de ça, 2 mois et demi. Donc je vais pas trop parler de ça. Et puis aussi, je voudrais que si il atteint les 100 ans, c'est quand même loin 100 ans, mais s'il les atteint, eh bien, je voudrais que ce soit en pleine possession de ses moyens. Je voudrais pas que des gens disent, tiens, vous voyez, un peu comme Jacques Chirac, hein, comme disait Bernadette, ah, il me dégueulasse 2 costumes par jour. Hein, voilà, je voudrais pas que ça se termine comme Jacques Chirac. Donc moi, je lui souhaite longue vie. J'espère qu'on le verra encore à maintes et maintes reprises lors de dîners que j'espère pouvoir organiser pour le Parti de la France. Mais voilà, privilégions le côté, voilà, sa santé. Dernière question que je vous pose. Croyez-vous en la résistance du peuple français pour se sauver de la tragédie qui l'attend? Alors, c'est aujourd'hui le peuple français dans son entièreté, hein, je ne le crois pas forcément prêt, mais il y a un noyau dur dont nous faisons partie, qui lui est prêt, qui a compris avant tout le monde, comme Jean-Marie Le Pen l'avait fait 50 ans avant Éric Zemmour.
Je dis ça parce qu'entendre Éric Zemmour, pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs, on dirait que c'est lui qui a tout découvert en 2022, tous les maux de la France. Voilà, donc il y a des gens qui sont déjà entrés en résistance depuis bien longtemps et qui, comme des fourmis, justement, s'attellent à prêcher, à porter la bonne parole autour d'eux. Et il faut que ces gens-là, il ne faut pas que ces gens-là faiblissent parce que c'est sur eux que repose justement l'avenir de la France. Et le but, c'est qu'en fait, d'un côté, nous tous, mais de l'autre côté aussi, malheureusement, des événements tragiques feront que petit à petit, les Français pourront prendre conscience du danger qui les guette. Je pense qu'il y en a de plus en plus quand même. Et je pense qu'à terme, oui, le peuple français saura entrer en résistance face à tous les dangers que nous avons évoqués ici. Mais c'est quand même un très gros chantier. Il y a quand même beaucoup de travail parce qu'on a beaucoup parlé d'immigration et c'est vrai que c'est quand même le problème majeur depuis les 50 dernières années. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, on pourrait parler... Je vous invite, Alexandre, je ne sais pas comment est très Dijon, vous savez, je suis très parisien, moi. Mais si vous vous baladez, vous regardez en terrasse des bistrots parisiens entre 14h et 16h30, l'horaire où tous les gens normaux travaillent. Vous allez voir plein de gens qui traînent à rien foutre en terrasse du café. Et je me dis, mais alors, ils n'ont peut-être pas tous travaillé la nuit à Rungis ou ils n'ont peut-être pas récupéré leur samedi, dimanche travaillé. Je pense que dans le lot, il y a beaucoup d'assistés, de cas sociaux qui vivent des minima sociaux. Donc en fait, c'est quand même un gros chantier. Il faudra remettre les Français, les Blancs, au travail. Il faudra aussi enseigner aux plus jeunes générations, il faudra leur parler de notre identité. Les racines les plus profondes ne gèlent jamais. Et si on apprend aux enfants à être fiers de l'histoire de France, de l'histoire de l'Europe, de notre civilisation, qui est, reconnaissons-le Alexandre, je ne sais pas si c'est très politiquement correct de le dire ici, mais qui est quand même supérieure aux autres, sauf si après, on dit que un tam-tam vaut le Hermès de Praxitèle. Mais à ce moment-là, je vous arrête tout de suite. Moi, si vous me dites ça, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Il faut par l'idéologie, par la bataille des idées, il faut expliquer, il faut être pédagogue, il faut expliquer aux Français que c'est nous qui avons raison. C'est pas forcément parce qu'on est en minorité qu'on a tort, puisqu'aujourd'hui, justement, c'est la dictature des minorités. Donc moi, je me dis que on se doit de toute façon d'être optimiste. Et puis l'avenir, alors je ne sais pas si ce sera les 10, 20 ou 30 prochaines années, mais j'espère que l'avenir nous donnera raison. On ne peut souhaiter, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à la France. Nous l'espérons également. Merci beaucoup Frédéric Cavalli pour nous avoir donné cette entrevue, cette interview. Je vous invite, chers abonnés, chers adhérents, à faire un petit passage sur notre page Tipeee afin de nous soutenir pour améliorer la qualité de notre matériel et pour continuer plus régulièrement ce genre de vidéos et de contenu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Soyez présents tous les jeudis soirs sur Telegram. J'y anime un live, un direct, un petit peu style radio. Voilà, c'est tous les jeudis soirs depuis plus d'un an maintenant quand même. Je fais 60 épisodes. Donc on vous attend avec grand plaisir. Et merci encore à Frédéric Cavalli pour son temps. Bien, merci beaucoup Alexandre. Et j'espère que cette interview, qui était pour moi une première, plaira à nos auditeurs. Voilà. Je n'en doute pas. Allez, à dimanche prochain. Au revoir.